Bien. Alors, est-ce que c'est commencé? Voilà. Donc, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, nous entamons cette journée d'audition en recevant monsieur Michel Haas, président de la maîtrise des Hauts-de-Seine, et madame Anne-Sophie Lépinet, directrice adjointe. Donc, votre association accueille, je crois, environ 650 maîtrisiens âgés de 5 à 30 ans. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Il était dès lors évident, compte tenu des accusations auxquelles le directeur de la maîtrise a fait face récemment pour des faits de harcèlement moral, sexuel et d'agression sexuelle, que nous devions vous entendre. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, pour nous d'aborder les faits reprochés, parce que nous ne sommes pas un tribunal, mais de voir quelles mesures ont été prises face à cette situation pour le moins problématique, notamment lorsque l'on accueille des mineurs. Et au-delà, nous aborderons le sujet plus général de la prévention des violences, notamment morales, au sein de ce type d'établissement. Alors, je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais donc vous inviter successivement à lever la main droite et à dire au micro, ça suppose d'allumer, après avoir activé votre micro, à dire « je le jure ». Je vais vous laisser... Je le jure. Je le jure. Je vous remercie et je vais laisser donc directement la parole au rapporteur pour une première salve de questions. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, comme Madame la Présidente l'a exposé, notre commission d'enquête entre complètement dans le champ de vos activités et évidemment, suite aux révélations qui ont été faites et aux plaintes qui ont été déposées par 5 personnes, il est légitime que nous nous posions des questions. Et alors, comme Madame la Présidente l'a dit aussi, nous n'allons pas vous poser des questions sur les faits de M. Darchen, puisque, 1, il n'est pas là, et 2, ce n'est pas le but de notre commission d'enquête qui ne peut pas se substituer à la justice. Par contre, nous devons vous poser un certain nombre de questions sur la façon dont vous avez traité ce sujet et avant même de traiter ces sujets, la façon dont vous fonctionnez avec les enfants. Parce que suite à cette plainte, effectivement, nous avons reçu, je vous le dis, de nombreux témoignages nous indiquant des dysfonctionnements graves. Donc nous voulons approfondir cette question avec vous. Donc la première chose que je voulais vous poser, c'est... quand et comment avez-vous appris que les accusations qui étaient portées contre M. Darchen, le directeur, est-ce que vous avez pris des mesures immédiates et quelles ont été ces mesures? Première question. Je souhaitais, monsieur le rapporteur général, en introduction, présenter peut-être brièvement la maîtrise des Hauts-de-Seine, que j'ai l'honneur de représenter avec fierté et engagement aujourd'hui, alors qu'elle connaît, vous l'avez rappelé, une période houleuse depuis cet été. C'est une association soutenue par le département des Hauts-de-Seine. Elle accueille, vous l'avez rappelé, environ 500 chanteurs de 5 à 30 ans, de toutes origines, quel que soit le handicap, les difficultés sociales dont certains peuvent souffrir. C'est un projet original, unique en France, qui repose sur une pédagogie alternative et non conventionnelle. Il n'est pas besoin de connaître le solfège pour chanter à la maîtrise des Hauts-de-Seine. Grâce à cette pédagogie, nous sommes capables d'accueillir des enfants souffrant de troubles autistiques et de comportement qui sont de ce fait exclus des circuits traditionnels de formation musicale comme les conservatoires et parfois même de l'éducation nationale. La maîtrise des Hauts-de-Seine permet à chacun, quelle que soit sa situation, d'apprendre le chant et de progresser selon ses capacités, de se produire en public lors de concerts gratuits sur le territoire des Hauts-de-Seine, une trentaine de représentations par an, comme sur les grandes scènes lyriques, et surtout de nouer des amitiés fortes et durables autour des valeurs d'exigence, d'attention et de solidarité. Vous l'avez rappelé, j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration de la maîtrise des Hauts-de-Seine depuis 2019. C'est un conseil d'administration composé de bénévoles. En cette qualité, je suis chargé du développement et du respect du projet associatif, de la relation avec les partenaires financiers
et du contrôle de son fonctionnement. J'ai rejoint le conseil d'administration à une époque où mon fils était maîtrisien. Il y a passé 7 années merveilleuses. Et avec d'autres pères d'élèves, je participe aux activités d'un cœur d'homme qui vient compléter occasionnellement les productions données sur le territoire alto-séquanais. Je dois aussi vous préciser que cette fonction n'est pas mon occupation professionnelle principale. J'occupe un poste de directeur des ressources humaines au sein d'un grand groupe français et mon engagement au sein de la maîtrise est bénévole, motivé uniquement par la volonté d'aider et de soutenir le projet associatif. Pour autant, vous imaginez aisément, et j'y reviendrai, que depuis cet été, j'ai dépensé une énergie et un temps considérable avec les équipes de la maîtrise des Hauts-de-Seine, auxquelles je rends hommage ici pour gérer une situation de crise et prendre les décisions qui s'imposaient, et j'y reviendrai. Je précise également que, contrairement à ce qui est indiqué dans votre mail de convocation, Madame Lépinay n'est pas directrice adjointe, mais directrice administrative et financière. Je lui laisserai soin de préciser le périmètre de ses fonctions et souhaiterais simplement dire ici, en sa présence, qu'elle est une professionnelle de grande qualité et que je salue son engagement et son courage à se présenter aujourd'hui devant vous. La maîtrise des Hauts-de-Seine est une petite structure qui emploie 9 salariés. Un directeur, une directrice administrative et financière, un responsable d'administration, un responsable de l'encadrement des maîtrisiens, un chef de chœur, ainsi que 4 chefs de chant. Je tiens également à vous dire qu'en dépit de mon activité professionnelle très prenante, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les travaux de votre commission. Je suis en effet convaincu de leur utilité, de l'importance d'une meilleure prise en compte par le législateur de la question essentielle de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je dois également vous dire que, comme beaucoup, j'ai été profondément touché par un certain nombre de témoignages que vous avez recueillis. Je pense notamment aux anciens d'autres maîtrises que la nôtre. Je suis sensible à leur peine et à leur chagrin, et à leur désarroi. Leurs propos m'ont bouleversé. Ils appellent des actions tant il est tout à fait évident que la lutte contre ces violences est un enjeu majeur de notre société et qu'il est inacceptable que de telles souffrances aient pu être vécues. Je souhaite aussi, si vous me le permettez, ajouter quelques éléments de précision en réaction à ce que j'ai pu entendre, et pour vous appeler à ne pas dresser de parallèles trop rapides, pour ne pas dire d'amalgame, entre des faits glaçants et révoltants survenus ailleurs, et auxquels la maîtrise des Hauts-de-Seine est très étrangère, et la situation actuelle que connaît mon association. Je ne représente pas l'intégralité des maîtrises de France, je ne peux m'exprimer qu'au nom de la maîtrise des Hauts-de-Seine. Je ne doute pas que vous souhaitiez m'interroger, vous l'avez fait, sur les faits objet des articles de presse qui font état d'une enquête menée par le parquet de Nanterre. Je répondrai bien entendu à l'ensemble de vos questions, mais je tenais à préciser d'emblée que je ne prononcerai bien entendu pas sur les faits relatifs à l'enquête pénale, puisque celle-ci est en cours sous la responsabilité du parquet de Nanterre, que la maîtrise des Hauts-de-Seine n'y a pas accès, et qu'à ma connaissance, M. Darchen ne fait à ce jour l'objet d'aucune poursuite pénale. Vous comprendrez, je l'espère, que dans ces conditions, il m'est impossible de porter une appréciation sur des faits qui font l'objet d'une enquête pénale et dont j'ignore tout. Alors vous avez souhaité m'entendre, et j'y viens, pour comprendre la façon dont la maîtrise prévient et gère les violences morales sexistes et sexuelles qui peuvent y survenir, et sur la façon, je cite, dont vous avez géré les révélations relatives à M. Gaël Darchen intervenues cet été. Je laisserai Mme Lépinay préciser les dispositions prises par l'association depuis de nombreuses années pour garantir la sécurité des maîtrisiens, et je vais, pour ma part, porter connaissance à votre commission de l'ensemble des mesures que j'ai prises depuis cet été. Je précise avant toute chose que la maîtrise des Hauts-de-Seine fait l'objet d'audits réguliers, notamment du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui, comme vous le savez, est notre principal financeur. Le dernier en date, réalisé entre 2022 et 2024, n'a pas pointé de difficultés particulières ou de lacunes en termes de prévention des risques de sécurité. Vous pouvez couper votre micro ? Alors oui, pour pouvoir, tant qu'à faire, vu qu'on a une question de monsieur le rapporteur en lien, et ça vous permettra peut-être de rentrer dans le vif du sujet et des questions qu'on souhaite vous poser. Oui, alors on nous a transmis l'audit de fonctionnement de la maîtrise des Hauts-de-Seine parents d'enfants maîtrisiens. Donc c'est un questionnaire qui a été fait, vous le reconnaîtrez sans doute. Ce qui me frappe dans ce questionnaire, qui est complet,
Il tourne autour du fonctionnement, de la maîtrise, effectivement, mais il n'y a aucune question sur le sujet de la santé des enfants, sur leurs ressentis, sur des questions éventuelles de mal-être, et encore moins de sujets sur les risques VHSS ou harcèlement moral. Les seules questions sur la les risques sont la prévention des risques à l'intérieur de la maîtrise, sur le volet de la sécurité des enfants avec la vidéo, etc. Donc, comment expliquez-vous que dans cet audit, il n'y ait à aucun moment abordé la question des violences sexistes et sexuelles, ce qui me semble être important, sachant que, de ce que j'ai compris, cet audit a été lancé suite justement à la mise en cause de M. Darchen. Je rappelle qu'il y a deux choses qui peuvent être en parallèle complètement. Vous avez expliqué qu'il peut y avoir une enquête pénale, évidemment, mais à côté de ça, il est du devoir des personnes qui ont des structures de faire une enquête administrative et de traiter le sujet. Et pourquoi je reviens maintenant ? Parce que cet audit me semble un peu faible, je vous le dis. Et par ailleurs, nous avons des témoignages qui nous disent que M. Darchen est toujours dans les locaux de la maîtrise. Il ne voit plus les enfants, mais il, entre guillemets, dirige à distance la maîtrise. Donc j'aimerais avoir votre réponse là-dessus. J'aurais souhaité... Pardon. Monsieur le rapporteur. Effectivement, avant de venir sur la question de l'audit, je vous rappelle que j'ai appris l'existence de plaintes concernant notre directeur le 9 juillet. Que dès le lendemain, j'ai réuni le conseil d'administration. À ce moment-là, je n'avais aucune information qui ne m'avait jamais été communiquée sur de telles problématiques. Oui, mais excusez-nous, c'est moi qui vais poser les questions. Je sais que c'est un peu difficile, désagréable. Voilà. Non. Et moi, j'appuie là. Voilà. Le Canard enchaîné vous a envoyé un mail le 6 juillet. Donc, ce n'est pas le 9 juillet que vous avez été prévenu. Donc, est-ce que c'est dès le 6 juillet? Enfin, c'est vrai que ça fait 3 jours de différence, mais comme vous avez dit, et que vous avez dit aux parents que vous l'avez appris par la presse, ça sème un trouble, alors que vous l'avez visiblement su par un mail qui vous a été envoyé pour vous informer de la publication, et vous n'avez pas reçu de réponse. Et je pense même que ce mail vous demandait des informations contradictoires, comme font généralement les médias et les journalistes d'investigation. Et le 8 juillet, les mêmes journalistes ont appelé M. Darchen. Il n'a pas répondu. Ils ont donc laissé un message sur son portable, un message vocal. Et le 8 juillet dans la journée, son attaché de presse, Capucine Barraud-Dégouillat, a confirmé par mail, donc elle a confirmé le 8 juillet, la réception du mail informant la publication de l'article. Voilà. Et donc je vous repose la question, et c'est ce que vous alliez nous dire. Comment et par qui a été décidée la mise en retrait ? Est-ce que c'est une initiative de sa propre initiative, ou est-ce que c'est une décision du CA ou de la vôtre, et comment fonctionne cette mise en retrait, et quelles sont les mesures immédiates que vous avez prises pour protéger les enfants, faire un suivi psychologique sur les enfants qui, quand vous êtes enfant, parent, que vous apprenez que le directeur d'une structure est soumis à des plaintes graves, et je dis bien des plaintes, vous l'avez dit, c'est aucunement coupable pour l'instant, il est complètement innocent, puisqu'on est dans la présomption d'innocence, mais la présomption d'innocence n'empêche pas, et oblige même, ce genre de fait oblige la prise en compte d'un certain nombre de mesures conservatoires et de mesures de protection. Je veux savoir quelles ont été ces mesures et comment vous avez traité le sujet. Alors, tout d'abord, je rappelle que les plaintes concernant M. Darchen ne concernent pas des enfants.
Par ailleurs, donc, effectivement, le 9 juillet, à la lecture du Canard enchaîné et de la version web de France Musique, je suis officiellement informé de ce dépôt de plainte. Dès le 10 juillet, je convoque le conseil d'administration. Le 11 juillet, je rencontre l'ensemble des salariés encore présents dans les locaux de la maîtrise pour les informer de la situation et recueillir, le cas échéant, leurs informations ou leurs témoignages. Bien que M. Darchen, vous l'avez rappelé, soit présumé innocent, je prends la décision de le mettre immédiatement en retrait, alors qu'il se trouve à ce moment-là en tournée en Grèce, et j'organise son retour en France. Le même jour, je demande à l'un de nos collaborateurs, M. Amadieu, de se rendre en Grèce pour assurer la poursuite de la tournée. Je m'entretiens avec les 3 salariés présents sur la tournée et avec le médecin de la maîtrise qui accompagne systématiquement les tournées. Le 17 juillet, j'obtiens de mon employeur de pouvoir poser des congés et je me rends en Grèce pour rejoindre le groupe de façon à rentrer avec eux à l'issue. Et de ce fait, j'ai l'occasion de rencontrer les parents qui ont des enfants en tournée pour m'assurer de leur bien-être psychologique. Je reçois le 30 juillet une délégation de parents à leur demande. Bien que ça soit en pleine période de vacances scolaires, je m'entretiens tout le mois d'août avec les partenaires de la maîtrise des Hauts-de-Seine, Conseil départemental, Opéra national de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, qui confirment leur soutien et valident les actions d'urgence engagées. Je procède, vous l'avez rappelé, et on y reviendra, à la sélection d'un cabinet d'audit pour mener une évaluation du fonctionnement et de la gouvernance de l'association et répondre ainsi aux nombreuses et violentes accusations, vous en avez fait mention, rapportées sur le, je cite, le système de la maîtrise, un fonctionnement de type sectaire. Et donc j'ai besoin de faire la lumière sur ces accusations. Donc sur le retrait de M. Darchen, c'est moi qui l'ai décidé, et je vous le dis, dès le 10 juillet. Ce retrait le met totalement en retrait de tout contact avec les maîtrisiens. Je le rappelle, pour l'instant, nous n'avons pas connaissance d'informations concernant des enfants. Pour autant, il n'a plus aucune interaction et contact avec les enfants maîtrisiens et les maîtrisiens majeurs au sein de l'association. Il ne dirige pas de répétition depuis donc, le mois de septembre, sachant que pendant l'été, évidemment, la maîtrise était fermée, et il ne dirige pas non plus de concert. Monsieur le rapporteur. Oui, vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. On a des parents qui nous ont contactés par mail afin de nous informer que lors d'une réunion de la rentrée, il leur a expliqué qu'il était toujours présent dans les locaux, qu'il continuait à chapeauter à distance les travaux, les choix artistiques, les répétitions des chœurs. Donc j'aimerais avoir une réponse claire et précise sur ce sujet. Est-ce que M. Darchen est toujours dans les locaux de la maîtrise? Est-ce que M. Darchen, à distance, continue à tout simplement à faire son travail de directeur artistique de la structure? Pour avoir conduit l'ensemble des réunions avec les parents depuis le mois de septembre, je peux vous dire que M. Darchen n'était pas présent dans ces réunions. Est-ce qu'il est toujours présent dans les locaux? Très bien. Par ailleurs, il est présent dans les locaux à l'étage de la direction. Cet étage est au 3e étage de la maîtrise. C'est un étage réservé au bureau, à l'administratif. Il n'a donc aucune interaction avec les maîtrisiens. Pour se rendre les maîtrisiens sont au 1er étage, et donc pour se rendre du 1er étage au 3e étage, il faut un badge. Donc M. Darchen n'a aucun contact avec les maîtrisiens depuis la rentrée. Oui, mais c'est là qu'il y a un vrai... Excusez-moi, qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il reste en contact avec les salariés. Le code du travail est très clair et très précis. Je vous le redis, il y a deux axes. Il y a l'axe pénal, où il y a des enquêtes pénales, et il y a le volet administratif et la nécessité et l'obligation de prendre toutes les mesures pour la sécurité des salariés
pour prévenir tous les risques, les éventuels risques. Et il est de tradition que quand il y a une enquête administrative, on suspend la personne et la personne n'a plus de contact avec ses collègues de travail. Imaginez tout simplement, je vous mets dans cette position, un collègue de M. Darchen, une secrétaire administrative ou même un agent d'entretien qui peut avoir un vrai traumatisme à apprendre qu'il y a des accusations, qu'il ne reste que des accusations. Et donc c'est pour ça qu'il est demandé dans le Code du travail de protéger tous les salariés et donc et indirectement de protéger les élèves, puisque s'il est dans les lieux, vous imaginez bien. Imaginez, vous êtes parent et vous êtes parent et vous avez été visiblement parent d'un enfant qui a été maîtrisien. Vous apprenez qu'il y a des accusations. Les accusations, effectivement, il y a une présomption d'innocence, mais il y a des accusations. Et donc, imaginez les parents, le trouble d'un certain nombre de parents de savoir que la personne accusée est toujours en contact potentiel avec des élèves de la maîtrise. C'est assez problématique. Sachant qu'en plus, alors là, moi, je voulais juste rebondir, vous nous avez dit à plusieurs reprises, ce n'était pas des mineurs. Les accusations ne sont pas du fait d'enfants mineurs, effectivement. Mais sauf que ces enfants sont visiblement des très jeunes adultes et qui sont dans la maîtrise depuis très longtemps, donc qui ont été mineurs et donc qui ont eu un rapport dans leur minorité avec M. Darchen, sans qu'il y ait peut-être, et les enquêtes pénales le diront, sans qu'il y ait rien eu du tout, mais ça pose question quand même, c'est une vraie question. Voilà, juste sur l'enquête, juste vous avez parlé, et peut-être que vous pourrez revenir un petit peu sur l'enquête et le cabinet donc d'audit co-conseil qui a été sélectionné. Donc si j'ai bien compris, mais vous allez peut-être pouvoir compléter, c'est ce document qui a été transmis aux parents. Qu'est-ce qui a vraiment motivé l'audit? Parce que son périmètre, là, tel qu'il est, ne touche pas la question des VSS, ni la question du harcèlement moral ou de la santé psychique des enfants. Et c'est assez étonnant vu le sujet qui est sur la table. Et aujourd'hui, ce document ne porte exclusivement sur l'organisation et la gouvernance de la maîtrise, pas du tout sur ces sujets-là. Donc est-ce qu'on n'a pas tous les éléments, ce qui est fort possible, et dans ces cas-là, aussi, je voulais savoir aussi quand est-ce que ce rapport allait sortir, le rapport d'audit, et quel était le calendrier. On nous avait parlé de décembre. Alors évidemment, ça peut peut-être être un peu en retard, mais nous sommes bientôt fin décembre et il n'y a toujours pas de rapport de cet audit. Donc est-ce qu'on peut avoir des éléments sur ça? Alors cet audit, je l'ai décidé encore une fois cet été, dans un moment d'urgence et face à un certain nombre d'informations dont j'avais à ma disposition. J'entends et je conçois tout à fait que ça soit perfectible et je serai évidemment très attentif à vos recommandations et recommandations de la commission d'enquête. Cet audit est en cours. Il porte sur une dizaine de thématiques, dont une spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles, plus particulièrement sur les mesures de prévention et de précaution prises par la maîtrise des Hauts-de-Seine, peut-être il faudrait renforcer. Comme je vous l'ai dit, j'ai été confronté cet été à des accusations sur le fonctionnement. Et il m'a semblé qu'il pouvait y avoir un lien, effectivement, entre ces reproches sur ce fonctionnement de la maîtrise et la sécurité des enfants. Donc il m'a paru essentiel à ce moment-là de la crise, je rappelle qu'on est en plein mois de juillet, quelques jours après les révélations, d'avoir une approche systémique du fonctionnement et de la gouvernance de l'association. Donc il y a une dizaine de thématiques qui sont adressées. Nous sommes en cours,
puisque le processus choisi consiste à questionner et recueillir un certain nombre d'avis. Près de 300 personnes ont répondu à ce questionnaire, que ce soit des parents, que ce soit des maîtrisiens majeurs, que ce soit des salariés, des partenaires et même des administrateurs. Ensuite, nous avons à identifier un certain nombre de thématiques et à restituer l'ensemble de ces conclusions. Et je me suis engagé à le faire devant l'ensemble des parents. Il est vrai que le temps nous a un peu manqué ces derniers temps et on a plutôt décalé sur janvier cette restitution. On avait besoin aussi de partager avec nos partenaires des pré-conclusions ou des pistes de réflexion avant de pouvoir revenir vers le conseil d'administration d'une part et ensuite vers les parents d'autre part. Monsieur Haas, avant de redonner la parole à monsieur le rapporteur, deux questions pour ma part. Pour poursuivre l'échange sur cette audit, vous nous confirmez donc que l'ensemble de ces questions seront traitées par vous-même? Par qui, en fait, seront traitées ces remontées de cet audit? Par qui est fait cet audit? Et s'il n'est pas fait par un organisme extérieur, pour quelles raisons? Puisque vous nous avez souligné le fait que votre profession est d'être directeur de ressources humaines, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des organismes agréés, enfin des organismes qui sont experts dans ce type d'audit et qui vous permettraient justement d'avoir toute la distance nécessaire et peut-être aussi de donner des garanties justement d'indépendance à cet audit. Donc les conditions de réalisation de cet audit et de traitement des réponses. Et une autre question sur le fonctionnement, je pense que monsieur le rapporteur en aura d'autres, mais puisque vous avez parlé de la position dans les locaux, nous avons beaucoup de retours sur le fait que les parents ne seraient pas autorisés à rentrer dans les locaux de la maîtrise. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons? Et est-ce que vous pouvez comment percevez-vous le fait qu'au moment où vous expliquez que vous avez mis en retrait, que vous mettez en retrait en déplaçant dans les locaux la personne qui est mise en cause, vous ne permettiez pas aux parents tout simplement d'accéder à ces locaux? Si c'est le cas, et si en réalité ils ont pleinement accès aux locaux, vous pouvez me corriger, hein, c'est les informations que nous avons eues. Je vous remercie. Madame la Présidente, je vous confirme que les parents n'ont pas accès aux locaux. Et la maîtrise n'est pas particulière en ce sens que les parents n'ont pas accès non plus aux écoles, dans les locaux. Ce pour des raisons à la fois qui tiennent à la maîtrise de sécurité et de sécurisation de la circulation dans les locaux, mais aussi à la scène musicale et notamment à certains protocoles Vigipirate qui nous empêchent effectivement de laisser rentrer les parents dans les locaux. Pour autant, lorsqu'ils demandent des rendez-vous, et c'est exactement la même chose à l'école, ils sont reçus dans les locaux. Juste revenir sur l'audit, si c'est possible, parce que visiblement, donc, il y a un cabinet d'audit qui s'appelle Co-Conseil, qui a fait cet audit. Bon, visiblement, ça peut ne pas être si gênant, hein, mais c'est quand même, on peut se poser la question. Visiblement, vous connaissez bien le directeur de ce cabinet depuis 7 ans, nous aurait-on dit, et que vous le tutoyez pendant la réunion de la présentation. Alors, c'est pas en soi évidemment grave, mais on aimerait avoir sur ça des explications. Est-ce que c'est un cabinet qui a déjà travaillé avec vous dans votre parcours professionnel, et quels ont été les choix qui ont motivé ce cabinet donc, qui s'appelle Co-Conseil? Monsieur le rapporteur, merci de me poser cette question, parce que depuis le début de cette affaire, je fais l'objet d'attaques qui sont totalement infondées. Non, mais je tiens à le dire, je n'ai jamais travaillé avec Co-Conseil dans le passé. Je ne connais pas ce cabinet, en dehors du fait que je l'avais identifié dans ma recherche de cabinet externe comme étant particulièrement dédié au monde associatif. Et donc j'ai choisi de sélectionner un cabinet de conseil externe spécialisé dans le fonctionnement, la gouvernance des associations. Cette structure est elle-même une structure coopérative. Et je trouvais que c'était important pour notre association d'avoir ce regard
extérieur. Je ne connais pas du tout ces dirigeants, je n'ai jamais travaillé avec eux auparavant, ni aucun de mes administrateurs. Donc ça me permettait justement de... J'ai lu beaucoup de choses qui sont fausses et j'aurais souhaité effectivement les rectifier. En ce qui concerne ce cabinet, donc, nous avons identifié un certain nombre de thématiques avec lui. Ces thématiques ont été partagées avec les parents lors d'une réunion avec l'ensemble des parents pour les affiner et les préciser. Ces thématiques ont donné lieu à un questionnaire. Et sur la base de ce questionnaire seront identifiées des pistes d'amélioration ou des recommandations. Ces recommandations seront portées à la connaissance du conseil d'administration, qui est l'organe de gouvernance et qui est le seul à être en capacité de prendre des mesures ou des décisions relatives à ces recommandations. Donc, dans le calendrier, fin janvier, nous aurons une séance de restitution et de partage avec nos parties prenantes, parents, mais aussi partenaires et salariés, et nous engagerons ensuite au sein du conseil d'administration une réflexion sur les préconisations et les mises en œuvre d'un plan d'action. Merci. Je voudrais revenir avec vous maintenant sur le fonctionnement de la maîtrise. Alors avec un premier élément que vous nous avez transmis dans votre propos liminaire, sur lequel j'aimerais rebondir. Vous nous dites que vous avez une pédagogie alternative. Alors une pédagogie alternative, parfois ça peut poser des questions. Quelle est cette pédagogie alternative? Est-ce que c'est juste le fait que les enfants ne connaissent pas le solfège et n'ont pas cette obligation de solfège, ou est-ce que c'est autre chose? Et vous nous avez dit que vous étiez justement, grâce à cette pédagogie alternative, en capacité d'accueillir des enfants avec des troubles autistiques. Et c'est là que je rebondis, parce que les enfants ayant des troubles autistiques, et les enfants de manière générale, demandent une attention particulière, et un encadrement et un certain nombre de précautions qu'il est nécessaire de prendre. Donc j'aimerais savoir quelles sont les précautions que vous avez vis-à-vis de la santé des enfants, qu'ils soient des enfants autistes ou des enfants sans troubles autistiques. Quelles sont les mesures que vous prenez pour l'encadrement des plus jeunes, parce que vous avez des tout petits, hein, vous avez de 5 à 30 ans, donc 5 ans c'est vraiment petit. Comment se passe en réalité un cours? Est-ce que dans ces cours, vous avez parfois des tout petits et des plus grands ensemble, ce qui peut parfois poser un certain nombre de problèmes? Et dernière question, quelle est la formation de M. Darchen et des équipes pédagogiques que vous avez autour, et quelles sont leurs formations, quelles sont leurs formations, tout simplement? Alors, sur la pédagogie alternative, elle consiste effectivement à enseigner le chant et à l'apprendre sans passer par l'apprentissage du solfège. Alors, je ne suis pas un spécialiste du conservatoire, mais il me semble que c'est alternatif dans le sens où, effectivement, dans les formations classiques, on apprend d'abord le solfège avant de pouvoir pratiquer un instrument ou pratiquer le chant. Ce n'est pas le cas à la maîtrise des Hauts-de-Seine, et j'ai cité le cas de mon fils. Mon fils n'a jamais appris le solfège, et pourtant il a pu chanter à l'Opéra de Paris ou dans des concerts avec ses camarades. Donc en cela, elle est alternative ou elle est originale, et c'est pour ça effectivement que nous pouvons accueillir des enfants qui, sans cela, ne pourraient pas pratiquer une activité musicale. Pour autant, je reviens sur les conditions d'enseignement. Donc, les maîtrisiens sont répartis à la fois par tessiture, par classe d'âge, donc on ne mélange pas les âges. Dans les répétitions régulières, il faut bien distinguer qu'il y a des répétitions régulières, et je rappelle aussi que les enfants viennent 2 fois maximum 1h30 par semaine à la maîtrise. Hein. On n'est pas comme dans d'autres maîtrises où on peut avoir 6 à 7 heures de pratique par semaine. On
on a une pratique qui se fait en dehors du temps scolaire et qui est une activité extrascolaire. Donc les groupes sont des groupes de classe d'âge, souvent garçons, la plupart du temps d'ailleurs garçons d'une part, filles d'autre part, pour des raisons de tessiture et de pédagogie musicale. À chaque fois, nous avons 2 intervenants dans la salle de répétition, le chef de chœur et un accompagnateur au piano. Et alors sur la formation, peut-être Madame Lépinay, non, sur les... J'ai pas de... alors, sur la formation des enfants. non, des enseignants. Je pense que si vous êtes dirigeant si vous êtes dans la gouvernance de cette structure, vous devez quand même connaître la formation des équipes pédagogiques. Vous vous occupez d'enfants. Donc ça demande quand même des formations qui sont à minima compatibles avec la vie avec des enfants. Non mais c'est une question que je vous pose, Madame Lépinay, donc si vous pouvez répondre, c'est... Excusez-moi, vous n'aviez pas prononcé mon nom, je ne pensais donc pas que vous vous adressiez à moi. Il me semblait que c'était assez évident, donc j'aimerais bien avoir ces informations sur la formation, sur le parcours, sur leur parcours, j'allais dire peut-être pas universitaire, mais leur parcours de formation, quels sont les prérequis qu'ils ont pour... Ce sont des musiciens professionnels qui sont allés au conservatoire. Ils sont chefs de chant pour ceux qui accompagnent les répétitions. Ils sont chefs de chœur pour ceux qui dirigent les répétitions. Je rappelle que nous avons un chef de chœur à la maîtrise des Hauts-de-Seine et 4 chefs de chant. Merci Madame Lépinay. Je crois que notre question porte aussi sur l'habilitation de ces personnes à être en contact avec des jeunes publics. Je crois que vous avez des élèves âgés de 5 à 30 ans. Est-ce qu'au minimum, pour ceux qui encadrent les plus jeunes enfants, est-ce qu'il y a des prérequis en matière de formation? Je ne parle pas là de la question de la pédagogie alternative ou pas, mais est-ce qu'il y a une attention particulière au fait qu'il s'agit de personnes qui encadrent des jeunes enfants? Oui, bien sûr, la personne en charge de l'encadrement des enfants, évidemment, a le BAFA, etc. et passe régulièrement les tests qu'il faut pour la sécurité des enfants. Voilà. Alors, moi, justement, j'aimerais revenir sur... vous savez, pour nous, c'est pas très agréable d'être dans cette situation de vous cuisiner. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais on a eu des remontées d'informations extrêmement, je le dis, assez alertantes sur la façon dont se passent les cours et de la façon dont peuvent se passer les tournées. Bon. Par exemple, on nous dit que des enfants sont parfois mis en concurrence sur des auditions. Vous savez qu'un enfant, la concurrence et la compétition, c'est quelque chose qui peut être sain, effectivement, mais qui doit s'encadrer et qui ne peut pas passer qui doit passer par des explications claires. On nous dit qu'un changement de pupitre n'est pas nécessairement expliqué et que vous pouvez avoir un enfant qui, le matin, fait une partie, et puis l'après-midi, on lui dit « Ah ben non, c'est pas toi, ça va être ton copain ». Donc, on a trouvé des gens qui nous parlaient de souffrance, des gens qui nous parlaient d'engrenage, et même des personnes, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, monsieur Haas, des gens qui nous ont parlé de dérive sectaire. Donc, à partir du moment où on sait qu'il y a 600 enfants dans cette structure, on se pose légitimement en responsabilité des questions. Et donc c'est pour ça qu'on vous interroge, et j'aimerais avoir des réponses sur ce sujet-là et sur votre traitement de ça, parce que justement, je le redis, dans les questions de l'audit, il n'y a vraiment rien sur ces sujets. Donc, madame, mais la question était à Madame Lépinay, peut-être, puisque c'est Madame Lépinay qui est plus proche que vous de la vie de l'école, il me semble.
Et est-ce que vous me laissez au moins une petite dizaine de minutes pour que je vous explique un petit peu ce qu'est la maîtrise, qui je suis, ce que j'y fais, depuis combien de temps je travaille là. Le sujet est plutôt les enfants. Mais je veux vous parler des enfants, pas de ma vie personnelle. Hein. Ok. Donc moi, je suis directrice administrative et financière de cette association. Je tiens quand même à préciser que sont exclus de mon champ de responsabilité les sujets que vous avez annoncés dans la convocation que vous m'avez adressée, à savoir la façon dont la maîtrise des Hauts-de-Seine prévient les violences morales, sexistes et sexuelles qui peuvent y survenir, car ces thématiques sont statutairement de la compétence du conseil d'administration de la maîtrise, et ce depuis toujours. Néanmoins, évidemment, ces sujets ont toujours été au cœur de mes préoccupations, et bien évidemment de celles des présidents et des équipes dirigeantes qui se sont succédés à la tête de la maîtrise. Dès mon arrivée en 2001, en tant que directrice administrative, j'ai veillé à ce que l'ensemble des réglementations concernant l'emploi des enfants de la maîtrise des Hauts-de-Seine dans les spectacles soient mises en place. À cet effet, et j'ai vu que vous vous posiez la question lors d'une précédente commission, de savoir comment ça fonctionnait en fonction des maîtrises, du statut des maîtrises. Donc je pense que c'est aussi intéressant qu'on puisse faire un point, si un jour on peut peut-être imaginer des façons d'améliorer la sécurité des enfants au travail. Donc à l'heure actuelle, dès lors qu'un enfant se produit et participe à un spectacle dans un cadre lucratif, il est soumis au droit du travail. Pour obtenir l'autorisation d'employer les maîtrisiens et les maîtrisiennes lors de spectacles, la maîtrise des Hauts-de-Seine dépose pour chaque spectacle différent et pour chaque enfant y participant un dossier auprès de la commission des enfants du spectacle. Cette commission, elle rassemble des représentants de la DRIET, j'irai jusqu'au bout, monsieur, de la justice, de l'éducation nationale et de la... Excusez-moi, Madame Lépinay. En fait, il y a un cadre de fonctionnement ici. Donc, nous sommes dans une commission d'enquête que je préside. À mes côtés, monsieur le rapporteur. Nous vous posons des questions et nous entendons que vous avez envie de nous expliquer des choses, mais on doit aussi pouvoir vous dire qu'il y a certaines informations que nous avons. Par exemple, comment est composée la commission des enfants du spectacle et comment ça fonctionne. Alors, si vous pensez qu'il nous manque des informations, Madame Lépinay, vous savez que vous pouvez tout à fait nous envoyer des documents écrits pour éclairer si vous pensez qu'on est trop ignorant sur le fonctionnement. En revanche, nous, ce que nous ignorons et ce sur quoi nous avons besoin de vos réponses à vous, d'accord, et pas d'une fiche sur le fonctionnement de la commission des enfants du spectacle, c'est sur le fonctionnement de votre maîtrise. Voilà. Oui, donc, je pense que la nature des questions était en la matière. Donc, vous nous expliquez que vous avez mis en œuvre des choses concernant le respect du droit du travail, et c'est fort bien pour les enfants. Et donc, s'il y a davantage de questions du rapporteur là-dessus, on pourra préciser. On aimerait savoir les dispositifs mis en œuvre au sein de la maîtrise pour s'assurer que l'ensemble des droits des enfants sont respectés. Et on a parlé beaucoup, par exemple, de leur santé mentale. On n'a pas eu de réponse pour l'instant. Donc, peut-être vous pouvez préciser les mesures que vous avez mises en place à votre arrivée ou ensuite. Je vous remercie. Et je complète que, évidemment, nous connaissons par cœur le cadre légal. Et si parfois nous reposons la question à des auditionnés, c'est pour tout simplement être sûr qu'ils l'appliquent également. Donc, je crois que ça fait maintenant presque 1 an que nous travaillons sur ces sujets. Nous sommes législateurs et je crois que nous avons à peu près les idées à peu près claires sur le cadre légal, le code du travail, le code pénal et tous les sujets qui affairent à ces questions. Donc moi, je vais vous le dire, on connaît, Madame la Présidente l'a dit, on connaît le cadre légal, on connaît comment ça fonctionne, la DRIET, comment fonctionnent toutes ces procédures. Moi, ce que je veux savoir, c'est la vie à l'intérieur de l'école. Quand un enfant est en souffrance, est-ce qu'il peut... est-ce qu'il y a une cellule d'écoute? Est-ce qu'il y a un psychologue à qui il peut parler? Est-ce que vous prenez des mesures quand vous avez des enfants qui ont des sujets de mal-être? On nous a parlé parfois d'enfants qui crient, des enfants qui se mettent dans un coin et qui ne parlent plus. Enfin, vous voyez, on a quelques interrogations. Voilà, c'est tout. C'est pas... Oui, j'entends vos interrogations.
mais alors du coup je ne sais plus trop sur quoi je peux m'exprimer. Moi je travaille à la maîtrise depuis 2001 et ce que vous me décrivez, je ne le vois pas. Des enfants, alors effectivement, on peut toujours avoir un enfant autiste qui à un moment se met à crier, fait une crise, mais ça peut être lié à une pathologie, mais on n'a pas... ça n'arrive pas en fait des enfants dans ce mal-être. Vous dites on me dit, et vous avez l'air de détenir des informations en fait que moi je ne détiens pas. De même que sur la nature des plaintes qui ont été déposées ou des plaignantes. Alors je ne sais pas trop si vous permettez de... Juste pour être sûr sur ce que vous nous dites, vous n'avez jamais vu d'enfants en situation de mal-être, vous n'avez jamais, vous, repéré d'enfants en situation de mal-être dans la maîtrise. C'est ce que vous nous expliquez, sauf peut-être les enfants autistes, je vais y revenir. Sur... Sont pas... Oui, je vais y revenir. Mais donc, il n'y a pas de dispositif au cas où. Vous ne prévoyez pas le fait que, peut-être, potentiellement, au vu, par exemple, puisque vous venez de nous dire tout à l'heure, Monsieur Haas, que vous aviez entendu avec beaucoup d'émotion les témoignages des cœurs brisés, le fait qu'il se passait ailleurs d'autres choses, le fait que notre société est traversée par des violences, le fait que les enfants sont dans une situation de vulnérabilité qui est une évidence pour tout le monde, le fait que vous aviez dit que notre commission d'enquête avait son importance. Donc, par précaution, quelles sont vos mesures de précaution au cas où un enfant viendrait à vivre difficilement le fait, et on attend aussi d'avoir les précisions en la matière, parce que je crois qu'il n'y a pas eu de réponse à cette question, le fait qu'il y ait des processus de sélection, de désélection, et que ces enfants sont soumis à une certaine pression. Donc vous pourriez vous dire, par précaution, on met des choses en œuvre. Donc ça, c'est ma question. Et puisque vous avez insisté sur la présence d'enfants en situation de handicap, et si je comprends bien, autistes dans votre établissement, moi, ça m'interroge beaucoup. On sait que, par exemple, dans le cadre de l'éducation nationale, on prévoit, ou on essaye de prévoir des personnels accompagnants spécifiquement. Est-ce que vous avez un taux d'encadrement spécifique, vous avez un encadrement spécifique et différent pour ces enfants qui ont des troubles autistiques? Vous me dites que parfois il y en a qui crient, etc. Qui à ce moment-là va s'occuper de cette situation et avec quel type de formation? Du coup, je rebondis, vous voyez, sur les informations que vous nous donnez, donc elles nous importent. Sur la sélection, donc je finirai quand même ma phrase sur le salariat des enfants, puisque effectivement, dans le Code du travail, toutes les maîtrises ne sont pas soumises aux mêmes règles de déclaration des enfants. Donc ça, c'est quand même important. De la même façon, chaque maîtrise a sa spécificité. La maîtrise des Hauts-de-Seine, nous sommes une maîtrise lyrique. Ce qui implique, vous parliez tout à l'heure de sélection, chez nous, il y a extrêmement peu de sélection. Pourquoi ? Juste dans l'histoire de l'opéra, sur les 450 opéras, disons, les plus connus, ou sur les 200 opéras au répertoire de l'Opéra national de Paris, donc qui ne sont pas donnés évidemment les 200 chaque saison, puisque une fois qu'il y a une vingtaine d'opéras donnés chaque année, sur ces 200 opéras à l'Opéra de Paris, il y en a une petite dizaine qui nécessitent des enfants solistes. Et sur les 450 ouvrages qui existent, il y en a 18. À titre juste d'exemple, sur ces 10 opéras nécessitant des voix solistes enfants, il n'y en a par exemple que 2 qui ont été écrites pour des voix de filles. Les 8 autres étant écrites pour voix de garçons. Donc il n'y a pas de sélection parce qu'il n'y a pas assez de rôles solistes à proposer aux enfants. Chez nous, dans le fonctionnement, les enfants sont répartis par chœurs différents et chaque chœur a son projet. Donc, si un enfant est dans le chœur, apprenti, tous les enfants du chœur apprenti, pour peu que les parents l'acceptent, feront le spectacle de ce chœur, donc sans sélection. Idem, et ceci est répété sur les 12 chœurs. Vous ne nous avez pas répondu sur la double question, sur l'accompagnement, puisque vous le dites, tous les enfants ne font pas des spectacles, mais tous les enfants... Oui, tous les enfants font des spectacles, mais tous les enfants ne font pas des spectacles rémunérés, donc tous les enfants ne passent pas par la médecine du travail et la DRIEETS dans votre organisme. Donc la question que nous nous posons, c'est comment est fait le suivi psychologique de ces enfants, puisque
on vous le redit, c'est visiblement quand même un monde un petit peu de compétition où les enfants ont envie de briller, et c'est parfois très bien, mais comment tout cela est géré? Est-ce que vous avez un accompagnement? Et surtout, je rebondis sur la question de la présence d'enfants ayant des troubles autistiques. Est-ce que vous avez un accompagnement particulier? Est-ce que vous êtes entouré de spécialistes pour vous occuper de ces enfants spécifiquement? Sur la compétition, j'y reviens, quoi que vous en pensiez. Alors, sur le nombre d'enfants qui sont salariés, chaque année, ça représente, je pense, 75% des maîtrisiens. Donc 75% des maîtrisiens qui vont à minima une fois, qui sont à minima une fois par an suivis par un médecin dans le cadre de cette demande pour le salariat. Je vous redis que tous les enfants font un spectacle. Donc il n'y a pas de compétition. Ils ont tous dans l'année le moment où ils seront sur scène. Sur les... Oh, pardon. Oui, non, mais justement, être sur scène, c'est pas anodin. Quand on connaît la scène, et en particulier le lieu qui vous héberge. Excusez-moi, mais ma fille a pratiqué la trompette. Faire un concert devant 50 parents, rien que ça, j'ai toujours accompagné ma fille et je lui ai toujours dit ça va bien se passer, etc. Donc, comme à partir du moment où visiblement les parents n'ont aucune présence avec des tout petits, un tout petit, un enfant de 5 ans, ça a besoin d'être encouragé, d'être encadré, d'être choyé, d'être protégé. Et quand en plus ce sont des enfants qui ont des troubles autistiques, il s'avère que c'est un sujet que je ne méconnais pas. Comment est-ce que vous avez, je vous repose la question, une équipe pédagogique dédiée, une équipe médicale capable de faire le suivi de ces enfants, capable de faire l'accompagnement de ces enfants? Certains enfants et certains troubles autistiques, quand il y a une crise, elle peut être très grave, elle peut être aiguë, et comment vous gérez ça? Alors, sur les spectacles et la pression, si on prend par exemple le cœur qui a l'air le plus de vous inquiéter, et à juste titre, puisque ce sont les plus jeunes. Les spectacles qui sont faits par ces petits sont donnés dans des crèches pour des enfants un peu plus jeunes qu'eux. Donc ce sont des spectacles qui durent 15 minutes pour ne pas fatiguer ni les chanteurs ni les très jeunes auditeurs de ces spectacles. Évidemment, vous imaginez bien que nous avons choisi ces endroits de représentation parce qu'ils sont aussi des endroits où les enfants de la maîtrise sont dans un cadre sécurisé pour s'y produire. On ne fait pas faire aux enfants de 5 ans, évidemment, ce qu'on pourrait faire à ceux qui en ont 16 ou 20. Chez nous, tout est imaginé en fonction de l'enfant et en fonction de la capacité de chacun. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour mes collègues, pour certains que je connais depuis longtemps. L'attention que nous portons quotidiennement aux enfants, elle est constante. Nous sommes toujours disponibles et à l'écoute des enfants. On ne travaille pas avec des très grands groupes. Dans ce groupe d'apprentis, ils sont, je crois, de mémoire, 6 chez les filles et 8 chez les garçons. Ce sont de tout petits groupes. Et il y a entre 2 et 3 adultes avec eux. Sur l'autisme, je vous redis quand même que les enfants chez nous viennent 2 fois par semaine, 2 fois 1h15 ou 2 fois 2 heures pour les plus âgés. Ils ne passent pas des heures et des heures chez nous où il nous faut prendre en charge leur handicap
comme ça pourrait être le cas à l'école. Et même, on le sait, à l'école, dans le cadre, par exemple, des classes Ulysse, les enfants sont parfois dans les petits groupes des classes Ulysse, et le reste du temps dans les classes avec le reste de leurs camarades de leur classe d'âge. Chez nous, ils y passent très peu de temps. Donc, effectivement, nous sommes attentifs. Effectivement, nous avons un équipement et du personnel adapté. Nous disposons d'une salle Snozelen dans laquelle nous pouvons travailler avec les enfants lorsqu'ils se sentent moins bien, un jour où ils viennent en répétition. Et puis, nous sommes aussi au contact des parents. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'enfant vient de faire une crise chez lui, les parents sont quand même suffisamment responsables aussi pour ne pas mettre l'enfant ce jour-là en répétition chez nous. Chez nous, c'est pas... vous nous parlez beaucoup de formation, de professeurs. En fait, chez nous, les enfants, ils viennent 2 fois par semaine pour répéter. Répéter, ça veut dire chanter ensemble. C'est-à-dire partager un moment ensemble où ils chantent ensemble. Ouais, mais attendez, excusez-moi, mais Madame Lepinet, même si c'est une heure, même si c'est, vous savez, vous voulez... Merci. Même si c'est 1 heure ou 1 heure et demie 2 fois par semaine, un encadrement dans un club de sport, c'est aussi, les enfants vont aussi pour se faire plaisir, et il y a pourtant des règles d'encadrement, de prérequis, etc. On peut pas avoir des enfants et les laisser et penser que c'est juste un lieu où ils sont ensemble sereinement et tout va bien se passer. L'enfance, et c'est tout le sujet de notre commission d'enquête, ça a besoin d'être encadré, ça a besoin d'être protégé, et il y a des règles très particulières pour les enfants. Moi, je voulais revenir tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez pas en lien sur les questions qui étaient les questions qui nous préoccupaient, les questions de la santé et des violences sexistes et sexuelles. Vous nous avez dit que c'était pas votre champ de compétences. Pourtant, il apparaît que vous êtes la référente VSS de la structure. C'est ce qui nous a été remonté. Excusez-moi, madame, on fait notre travail. Alors, Notre travail d'enquête. Et c'est ça qui m'alerte et c'est ça qui m'interroge, c'est qu'il y a beaucoup de remontées. Et j'avoue que je préférerais ne pas avoir à vous poser cette question parce que comme vous, j'aime le chant lyrique et comme vous, j'aime voir des enfants chanter et j'avoue que ce qui nous remonte par mail, par témoignage, par voie de presse nous interroge et c'est pour ça que nous faisons ce travail. Et donc, sur cette question où on nous dit que vous êtes la référente VHSS et que c'est vous qui remontez, qui pouvez revoir les témoignages qui vous sont remontés par une application, par la page des messages d'une application de votre structure, voilà, j'aimerais avoir des explications là-dessus. Alors, moi, j'aimerais prendre la parole aussi parce que je ne sais pas qui vous remonte ces informations, mais ça fait partie d'un certain nombre d'informations qui sont fausses. Alors, peut-être que vous aurez l'occasion, et je serai ravi de vous accueillir à la maîtrise des Hauts-de-Seine pour venir vous rendre compte par vous-même de la réalité. Nous n'avons pas de référent VSS actuellement au sein de la maîtrise. C'est d'ailleurs certainement peut-être quelque chose qui remontera de ces travaux. Dans une structure comme notre association, je rappelle, composée de 9 salariés, c'est une petite structure. Donc il faudra effectivement qu'on puisse imaginer peut-être des dispositifs particuliers pour ces petites structures. Donc nous avions sur la question du signalement des violences sexistes et sexuelles et puis de tout autre comportement qui serait inapproprié. Nous avions jusqu'à présent une fiche de signalement. Fiche de signalement qui était intégrée au règlement intérieur et sur lesquelles nous avions évidemment fait une communication, cette fiche remontant au conseil d'administration. Il nous a semblé, au vu
il m'a semblé, au vu des événements de cet été, que c'était insuffisant, et ça fait partie du plan d'action mis en œuvre que d'ouvrir et de mettre à disposition des personnes accueillies à la maîtrise, que ce soit des mineurs ou des adultes, des lignes d'écoute ou des numéros verts. C'est un dispositif d'urgence mis en œuvre depuis cet été. Encore une fois, moi je serai très attentif aux recommandations que vous pourriez faire sur ce sujet pour améliorer évidemment le dispositif. Merci pour cet éclairage. Et donc, qui est au bout de cette ligne d'écoute? C'est moi-même. Pardon, pas de la ligne d'écoute. La ligne d'écoute, c'est le 119 pour les enfants et la ligne d'écoute du ministère d'audience pour les adultes. Je parlais de la fiche de signalement. D'accord, donc vous avez transmis les numéros existants, vous avez transmis aux parents l'existence de lignes d'écoute. D'accord. Transmise aux parents, affichée dans tous les locaux depuis cet été, effectivement. Et vous pouvez juste nous préciser, après je vous redonne la parole, monsieur le rapporteur, les modes de communication avec les parents. Comment les parents peuvent-ils communiquer avec vous? Est-ce que quand ils vous appellent, est-ce qu'ils peuvent appeler directement la maîtrise? Est-ce que peuvent, parce qu'on nous a justement, on a vu cette histoire d'application, on aimerait y voir plus clair. Et sur justement les parents, est-ce qu'il y a une organisation collective des parents? Est-ce qu'il y a une association de parents élus qui permettrait cet échange avec vous? Enfin, est-ce que ces cadres-là sont-ils existants ou pas? Alors, sur la communication avec les parents, elle se fait tout au long de l'année et selon plusieurs modalités. Des réunions de parents qui sont organisées tous les ans à la rentrée et qui permettent de rencontrer les parents de façon collective pour leur présenter le programme et les règles de fonctionnement. Ensuite, des lettres régulières, des newsletters sont diffusées dans l'année et qui permettent d'informer les parents sur l'activité de la maîtrise. Parallèlement, la possibilité est donnée à tous les parents de prendre rendez-vous avec un membre de la direction, et ça arrive, je crois, plus de 100 fois par an, ou 150 fois par an peut-être même, de façon très régulière. Et les parents souhaitent évoquer soit des difficultés de planning, soit des difficultés de motivation, soit tout autre sujet, ou parfois des difficultés vocales aussi avec la direction. Enfin, nous disposons d'une messagerie particulière, ou je ne sais pas comment la qualifier, à l'image de ce qui existe entre les parents d'élèves et les écoles, de façon à pouvoir communiquer facilement. Alors c'est une messagerie, mais c'est aussi une plateforme qui permet de poster des documents, notamment quand il y a besoin de salarier les enfants. Il y a tout un protocole et un certain nombre de documents à réunir, et donc ça permet cet échange avec les parents. Je n'ai pas répondu sur l'association. J'ai appris il y a quelques semaines la création d'une association de parents. Elle n'existait pas jusqu'à présent. Nous avons rencontré les représentants de cette association et nous avons commencé à dialoguer et à envisager une collaboration dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de... Alors, par exemple, vous n'avez pas de délégués de parents et de délégués des enfants. Ça n'existait pas aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de dispositif de ce type. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, c'est une bonne façon d'avoir des remontées, de faire un peu du monitoring, d'avoir le sentiment des parents et puis un certain contrôle des parents sur l'activité de leurs enfants, puisque, je le répète, vous interdisez assez drastiquement l'accès des enfants, des parents dans la maîtrise pendant les cours. Je rappelle que dans la plupart des clubs, des associations sportives, des clubs ou des associations culturelles, les parents peuvent assister aux cours des enfants quand ils le demandent.
Pas tout le temps, mais ça peut arriver et ça me semble assez, en tout cas moi personnellement, si je confie mon enfant à une structure, surtout dans une structure où il y a beaucoup d'enfants, j'estime que j'ai le droit de regarder ce qui se passe sans être là évidemment tout le temps, mais de temps en temps. Vous avez communiqué un document suite visiblement au trouble, hein, qui est un trouble des parents légitimes, qui fait des explications d'un certain nombre de choses qui se passent et de vos modes de pratique. Bon, par exemple, c'est assez surprenant parce que c'est quand même des choses qui sont assez interrogatives quand même. Par exemple, sur l'interdiction des téléphones portables. Alors, je comprends qu'évidemment, pendant un cours, on ne va pas avoir son téléphone portable. Que vous interdisiez aussi dans le centre de l'école, quand c'est des cours d'1 heure et demie, le téléphone portable, pourquoi pas, mais qu'il soit interdit en tournée avec des jeunes enfants loin de leurs parents, ça me paraît assez compliqué. Voilà, vous dites, quand il y a des tournées, une communication venant des enfants est transmise aux parents. C'est-à-dire que, si je comprends bien, un parent ne peut pas spontanément contacter son enfant. Enfin, ça me paraît quand même assez compliqué. Alors, vous faites une explication aussi de ce qui était... ce qui visiblement est arrivé rarement, mais est arrivé des dîners silence, donc en amont d'un événement, pour créer un temps de calme et d'introspection. Visiblement, il est arrivé. Alors, effectivement, 8 repas en 30 ans, mais enfin, c'est une pratique qui me paraît quand même assez étonnante avec des petits, de leur demander de faire un dîner en silence. Je trouve ça, sur des petits, assez traumatisant. Voilà, sur ces questions-là, et puis j'en aurai d'autres encore. Ça, c'est des documents que vous avez transmis. Absolument. Et j'y reviendrai. Et je trouve que... Alors, encore une fois, je suis bénévole et je prends ça avec beaucoup d'humilité, enfin, cette situation, et beaucoup dans un esprit très positif. Mais je constate quand même que dans ces situations, ou dans cette situation que je vis, je vais parler de mon vécu, on est capable de prendre un élément et de le généraliser. Sur l'aspect des téléphones portables. Moi, j'ai été parent d'élèves. Il me semble que les téléphones portables sont interdits à l'école. Quand il y a un voyage de classe, on me fait signer en tant que parent d'élève une attestation pour bien vérifier que les téléphones ne seront pas emportés en voyage de classe. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'à la maîtrise des Hauts-de-Seine, on soit particulièrement différent du reste de la société. Et on sait bien qu'il y a aussi une réflexion sur l'interdiction des téléphones portables dans les écoles et les collèges. Après, on peut tout discuter et on peut y revenir. Et sur la messagerie, c'est pareil. Quand mes enfants partent en voyage scolaire, on reçoit des messages régulièrement qui donnent des nouvelles des enfants. Et on est à la maîtrise Hauts-de-Seine sur le même dispositif. Donc, là encore, on peut l'améliorer et je suis prêt à entendre toutes les propositions et les recommandations. Et je pense qu'on s'adaptera comme les écoles s'adaptent en même temps. Sur les dîners en silence, moi je peux parler d'un exemple vécu par mon fils. Donc je voudrais qu'on soit précis sur ce dîner en silence. Il se trouve qu'il y avait une tournée en plein mois de juillet pendant la Coupe du Monde de football. Et un concert le lendemain de la finale de la Coupe du Monde opposant la France avec je ne sais plus quelle équipe, mais enfin la France était en finale. Voilà, peut-être, la Croatie. Merci, monsieur le rapporteur. Et pour permettre aux enfants de conserver, et surtout ceux qui étaient fans de foot, comme mon fils, de conserver un minimum de voix pour le concert le lendemain, c'était en Arménie, à l'ambassade de France, le 14 juillet, eh bien, effectivement, consigne a été donnée à la fois de permettre aux enfants de regarder le match, mais
de le faire en silence pour éviter effectivement de ne plus avoir de voix le lendemain. Donc je pense qu'il faut être très précis sur les raisons pour lesquelles on est amené parfois, et c'est effectivement très très occasionnel, et à chaque fois il y a une raison de ce type. Merci. Bon, moi j'aimerais juste préciser quand même que quand vous avez vos enfants en voyage scolaire, vous avez des professionnels de l'enfance qui encadrent les enfants, c'est-à-dire les profs et puis des équipes pédagogiques, un CPE, un surveillant. C'est des gens qui sont des professionnels de l'enfance et qui passent leur vie avec les enfants et qui sont formés pour cela. Donc c'est quand même une petite différence. Et on a bien vu dans d'autres milieux la nécessité d'encadrer les enfants dans les voyages, dans les clubs de sport. Vous savez qu'il y a eu aussi une commission d'enquête et il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements très importants qui ont été pointés. Et comme par hasard, les faits qui sont reprochés à votre directeur se sont déroulés visiblement dans des tournées. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'on se pose la question, ce n'est pas anodin de se dire que des enfants qui n'ont pas de téléphone portable, donc qui ne peuvent pas contacter leurs parents loin, vous avez parlé de l'Arménie, c'est pas si évident, et surtout quand on n'est pas avec des référents adultes qui sont des référents adultes dont on sait qu'on peut avoir une confiance absolue. C'est-à-dire que le professeur de maths avec qui, ou la professeure d'italien avec qui vous allez en voyage à Milan, en voyage scolaire, c'est quelqu'un que vous côtoyez toute l'année et justement beaucoup d'heures par semaine avec une équipe pédagogique. C'est pour ça que je vous pose la question et peut-être qu'il faudrait que vous puissiez améliorer les choses. Je reviens parce que justement ce qu'on nous a dit, alors je sais bien, c'est on nous a dit, et nous on ne va pas vous dévoiler les sources des gens qui nous ont contactés, et je le redis, j'ai été assez abasourdi par le nombre de personnes. C'est peut-être pas illogique, vous avez beaucoup d'anciens élèves et beaucoup d'élèves et beaucoup de parents d'élèves. On nous dit qu'il y a un côté carcéral, que M. Darchen a élaboré une bulle pour que les parents ne puissent pas rentrer, et que vous avez, et ça c'est un témoignage que vous connaissez puisque c'est un témoignage repris par l'article par Radio France, vous n'avez pas intérêt à mettre un doigt dans l'engrenage, sinon on vous coupe en deux. Quelle est votre réaction à ce témoignage qui quand même laisse penser qu'on est, et c'est là que je suis un peu inquiet, dans des choses qui ressemblent à parfois des dérives sectaires, c'est-à-dire qu'il y a de la menace dès que vous pouvez mettre, une opinion contraire sur les choix, et on voit d'ailleurs que même là dans notre relation, vous n'êtes peut-être pas de la même façon monsieur Haas et madame Lépinay, vous êtes assez sur la défensive sur un certain nombre de choses qu'on vous met en avant, mais je comprends, hein, ce n'est pas agréable ni pour vous ni pour nous. Voilà, si vous pouvez répondre à cette question sur la réaction à ce témoignage. Ce qui n'est pas agréable, monsieur le rapporteur, c'est d'être confronté à des affirmations qui ne sont pas vraies. Vous avez certainement des informations que je n'ai pas, notamment sur les plaintes et les circonstances de ces plaintes, donc je ne pourrais pas m'exprimer dessus. Juste sur les tournées, je rappelle quand même, c'est important, que toutes nos tournées sont accompagnées par un médecin. Donc c'est un dispositif que nous avons toujours eu à la maîtrise et qui nous permet aussi d'abord de pouvoir partir avec des enfants qui ont des pathologies lourdes et qui ne pourraient pas partir en tournée si ce n'était pas le cas, et d'autre part d'assurer effectivement un suivi médical et psychologique pendant ces tournées. Donc sur j'allais dire les accusations ou les affirmations de fonctionnement, encore une fois, l'audit que j'ai décidé cet été a pour objet, justement, de formaliser un diagnostic, un constat et d'objectiver un certain nombre de choses. Il m'est très difficile, dans ces circonstances, de pouvoir répondre à des
des affirmations aussi radicales que ça, sans avoir ces éléments. Ce que je peux dire aussi, c'est que, encore une fois, et Madame Lépinay vous l'a rappelé, l'activité de la maîtrise, c'est d'abord une activité extra-scolaire, enfin extra dans le sens où les enfants viennent entre 1h30 et 3 heures par semaine à la maîtrise, donc il n'y a pas un temps très important passé à la maîtrise, et puis c'est une activité chorale, c'est-à-dire l'essentiel de notre activité, c'est de nous produire dans les crèches, les hôpitaux, les EHPAD du territoire alto-séquanais, dans les églises et les théâtres, en chœur. Donc il n'y a pas de sélection pour chanter en chœur. Tout le chœur participe au spectacle de l'année. Donc j'ai du mal à comprendre ces accusations d'emprise qui reposeraient sur un système de sélection. Ok, juste pour préciser sur les tournées, est-ce que vous me confirmez que les adultes sont aussi interdits de téléphone portable? Non. D'accord. Bon, ok. C'est une. Les adultes au sens de l'encadrement. Non, quand vous faites des tournées avec des adultes, D'accord, avec des maîtrisiens. Avec les maîtrisiens adultes, nous leur demandons de respecter la même règle devant leurs jeunes camarades. C'est un principe éducatif que... Excusez-moi, mais enfin, je suis un peu... ça me pose des questions. C'est-à-dire que vous demandez à des adultes majeurs de ne pas avoir leur téléphone portable quand ils partent en tournée. Non, ce n'est pas le cas. Ils peuvent partir en tournée avec leur téléphone portable. Nous leur demandons de ne pas l'utiliser devant des plus jeunes à qui nous avons interdit d'avoir un téléphone portable. Je me posais une question supplémentaire parce que j'y pensais, parce que l'allusion a été faite à la commission d'enquête sur le sport est beaucoup revenu la question du contrôle de l'honorabilité des personnes encadrant les enfants dans les pratiques sportives, dans les associations sportives. Est-ce que vous avez mis en place des procédures de contrôle de cette honorabilité pour les enseignants encadrants, ou est-ce que vous pensez à le faire? Et peut-être aussi vous inviter à nous dire, je sais que l'audit n'est pas terminé, et je ne doute pas que vous nous communiquerez les décisions que vous prendrez à la suite de cet audit, mais là, on n'a pas entendu beaucoup de pistes, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mises en cause fortes. Vous expliquez que ce qui est dit est faux, mais quels sont, du coup, en termes de procédure, les éléments auxquels vous pensez pour rétablir des formes de confiance, s'il y a cette inquiétude et ce trouble, des procédures pour... effectivement, en termes de signalement, vous nous avez parlé des cellules d'écoute, je ne suis pas sûre d'avoir totalement compris le process interne, c'est-à-dire que vous avez mis à disposition les téléphones des cellules d'écoute existantes, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un signalement? Comment vous allez, qu'est-ce que vous allez mettre en place à part cette fiche de signalement? Par exemple, il y a des endroits où ils songent à mettre des boîtes papillons, où il peut y avoir des témoignages anonymes, mais qui permettent de signaler quelque chose et puis après de mener une enquête. Est-ce que vous avez prévu des dispositifs pour éventuellement mener des enquêtes? Vous le savez, on l'a dit, et c'est pour ça qu'on n'aborde pas le sujet. Donc on a M. Darchen, le directeur, qui a été mis en retrait après 5 plaintes pour agression, harcèlement sexuel et 25 témoignages. Il y a tout un volet judiciaire qu'on ne va pas aborder ici et que vous n'avez pas non plus à traiter, mais il y a le volet ensuite interne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que, par exemple, vous avez lancé un appel à témoignage à la suite de ces informations au sujet de M. Darchen? Est-ce que vous allez mener en interne une enquête permettant de savoir, indépendamment des plaintes qui sont déposées, s'il y a des besoins, s'il y a de la parole qui doit s'exprimer? C'est des choses que font certaines institutions, certains organismes, quand il y a un signalement. Et ma dernière question, elle n'est pas simple à vous poser à vous, Monsieur Michelas, mais à vous aussi, Madame Lépinay. Est-ce que vous avez réfléchi à la notion de conflit d'intérêts potentiel dans cette affaire? La décision qui a été prise a été de mettre en retrait Monsieur Darchen
et on a compris que ce retrait ne signifiait pas qu'il était en dehors de l'établissement ou qu'il était suspendu de ses fonctions, hein, qu'il continue à faire ses fonctions sans contact avec les maîtrisiens. Mais il y a aussi l'aspect de votre relation, Madame Lépinay, avec Monsieur Tarchène, puisque vous êtes, il me semble, son épouse. Et j'aimerais... et je me demande... Ce que je vous dis, et je le dis, j'ai bien conscience de la difficulté de ça. Et en aucun cas, madame, et jamais vous me verrez, faire reposer sur une femme des accusations qui portent sur un homme. Ouais, je pose la question de si vous avez réfléchi à comment vous pouviez gérer ce qui peut apparaître comme un conflit d'intérêts, et notamment si des signalements devaient passer par vos fonctions, tout le monde comprendrait que ce serait très compliqué. Voilà. Donc, alors, et de façon générale, vous pouvez aussi élargir la question sur les conflits d'intérêts de façon générale, si c'est compliqué de répondre sur ce sujet-là. Pardon. Je trouve quand même un peu archaïque cette remarque et de me reléguer au rang de femme de. Je pense que même si on est l'épouse de quelqu'un, on garde quand même, et fort heureusement, notre indépendance intellectuelle de positionnement, de pensée. Sur ce qui est, et c'est pour ça que c'est depuis toujours le conseil d'administration et maintenant de façon pas anonymisée, mais c'est directement Michel Haas via son adresse personnelle qui reçoit les signalements. Et que je n'en ai jamais été destinataire. Ça n'était pas la place qui pouvait mettre en confiance des gens qui auraient subi des choses. De tout temps, je ne pouvais pas être cette personne, en fait. Vous voyez, enfin, voilà, ça me paraissait pas... C'était le cœur de ma question, et je ne me remets en aucun cas, je ne vous limite à ce statut d'épouse, et c'est vraiment pas ma façon de faire. Je pose juste la question des conflits d'intérêts que les gens peuvent se poser, et c'est des choses qu'on a partout, hein. Par exemple sur les tournages, etc., on nous dit les référents VSS ou les personnes à qui on peut parler, parfois c'est des proches, parfois que ce soit des relations conjugales ou pas, mais c'est la question des interconnaissances et du fait que c'est très difficile de faire des signalements à des personnes proches. Bon, voilà, donc je me devais de poser cette question, et je pense que vous pouvez le comprendre, et on a entendu votre réponse. Ouais. Mais de même aussi, c'est pour ça que je reviens par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les répétitions et sur la façon à quel endroit les enfants pouvaient avoir auprès de qui, pardon, les enfants pouvaient avoir un espace d'expression. Chez nous, c'est aussi pour cela qu'il y a une personne en charge de l'encadrement à l'année auprès d'eux, qui n'est pas leur intervenant musical. De manière à ce que, si c'est pas quelque chose s'est pas bien passé, parce que peu importe des histoires plus ou moins importantes, hein, d'ailleurs, d'enfants, que l'enfant n'est pas allé à s'en ouvrir à son chef de chœur ou à la personne qui accompagne la répétition, mais qui puisse aller le dire à un autre adulte et qu'il n'ait pas à s'imaginer à un moment que ça pourrait avoir une conséquence sur, j'en sais rien moi, une participation à son spectacle, ou qu'après son chef de chœur puisse se dire je l'aime moins bien parce qu'il s'est passé telle ou telle chose. C'est pour ça que chez nous, on essaie de scinder au mieux cela pour que les enfants puissent aller échanger avec un adulte. Voilà, et pas uniquement avec la personne en charge de la musique avec lui. Il a un lien de subordination avec l'administration. Voilà, donc c'est là qu'il y a quand même un petit sujet, et c'est pour ça que depuis le début, je vous demande si vous avez des référents ou des suivis médicaux, psychologiques et autres. Alors on a noté, et ça c'est plutôt positif, qu'il y a un médecin à chaque fois. On pourra se poser la question de savoir qui est ce médecin. C'est un médecin qui est un médecin généraliste, mais qui est quelqu'un qui le fait
traditionnellement, ou vous changez de médecin? C'est quel type de... Voilà. Mais ouais, allez-y, puis je rebondis après, j'ai d'autres questions. C'est un médecin bénévole. Je reviens sur l'audit. Et comme son nom l'indique, c'est un audit que moi je trouve, je vous l'ai dit, assez parcellaire et qui élude complètement les questions de violence, tout type de toutes les violences psychiques ou les violences sexistes et sexuelles. Et c'est un audit, mais ce n'est pas une enquête interne. Est-ce que vous avez décidé de faire une enquête interne, et quand est-ce que vous ferez cette enquête interne? Et sur cet audit, est-ce que vous avez déjà, parce que quand vous faites un audit, et vous en avez parlé tout à l'heure, et ça m'a alerté, vous avez dit que vous en avez parlé à votre tutelle. Je rappelle que vous êtes la maîtrise des Hauts-de-Seine, donc du département des Hauts-de-Seine. Vous nous avez dit que vous aviez discuté avec eux de l'audit. Donc ça veut dire que vous avez déjà eu un certain nombre de réponses. Et est-ce que de ces réponses, vous avez été alerté ou pas? Sachant que je crains, hélas, que vous n'ayez pas eu beaucoup d'alertes, parce que si on fait que répondre à vos questions, effectivement, sur les questions de violence, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas évident, effectivement, qu'il y ait des paroles. Et je le redis, pourquoi nous sommes inquiets? Il y a 5 plaintes. Et au-delà de ces 5 plaintes, je crois qu'il y a 25 témoignages. Donc, voilà, ça fait beaucoup. Donc, ma question est-ce que vous allez faire une enquête interne? Et pourquoi, d'ailleurs, vous ne l'avez pas déjà fait? Il me semble que ça aurait dû être lancé très vite. Et est-ce que vous avez des premiers éléments de réponse de cet audit? Et est-ce que vous en avez déjà discuté avec votre tutelle? Alors, nous n'avons pas de tutelle. Il ne nous a pas échappé que nous sommes financés, subventionnés par le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas notre tutelle. Par ailleurs, l'audit est en cours et le document que vous avez entre les mains est la première étape de cet audit. C'est un questionnaire imaginé pour remonter un certain nombre de thématiques en vue de travailler sur des pistes d'amélioration. Donc, il est évidemment à une étape très, très amont du processus. Sur les échanges, nous avons des échanges avec notamment le département des Hauts-de-Seine, mais aussi l'Opéra, sur les thématiques que ces deux grands partenaires de la maîtrise souhaitent ou voudraient voir abordées dans cet audit. Et évidemment, il y a le sujet du fonctionnement, de l'organisation, des relations avec les parents. On en a longuement parlé tout à l'heure. Et également des dispositifs de prévention et de sécurisation des maîtrisiens. Donc effectivement, vous avez bien vu qu'en quelques mois, on a déjà fait évoluer notre dispositif. On avait une fiche de signalement assez classique, mais certainement insuffisante. On a maintenant des lignes d'écoute externes et confidentielles, donc qui ne reviennent pas vers nous, évidemment, sur des éventuels signalements. Et puis, vous avez mentionné des investigations internes. Alors moi, j'ai conduit depuis, tout au long de l'été, un certain nombre d'investigations en interne. J'ai vu l'ensemble des salariés. J'ai dû rencontrer plus d'une centaine de parents, de façon à recueillir un certain nombre d'éléments, de témoignages qui seront évidemment mis à la disposition des services d'enquête lorsqu'ils souhaiteront m'entendre. Oui, et ils peuvent, et nous vous demandons aussi de nous les transmettre. Voilà. Nous vous demandons de transmettre ces audits et ces questions. Voilà. Juste, il y avait une question sur, parce que parfois je vais pas très vite dans mon cerveau. Le médecin bénévole, est-ce que quel est le lien avec la maîtrise? Est-ce que c'est un parent d'élève ou est-ce que c'est un médecin bénévole? Voilà. C'est un médecin bénévole qui a été parent d'élève.
Terme ma question, moi je vous demande de nous transmettre les éléments, tous les éléments qui vous sont possibles, sachant que comme vous êtes une association, effectivement, vous êtes une association largement subventionnée, quasiment uniquement subventionnée par la maîtrise, par les Hauts-de-Seine et par des recettes, j'imagine, que vous faites de vos prestations. Et donc, comme vous êtes aussi en lien avec l'opéra, je vous demande de nous transmettre tous ces éléments que vous avez, ces témoignages et cette enquête interne que vous avez réalisée. Voilà, moi j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous faire pour l'instant et évidemment on se réserve le droit de vous réauditionner, de compléter ces auditions. On vous remercie.